et je vais faire peut-être voilà, il est en cours d'enregistrement. Bon, bah, il est 13 h, on va démarrer gentiment. Je ne sais pas si Christophe nous rejoindra ou pas. On va avancer gentiment. Je sais que vous avez chez Communautique une actualité très, très forte avec bah, les journées pédagogiques de Normandie, avec certains qui sont allés, je crois, faire un tour à Laval-Robot, et puis d'autres encore que je ne prétends pas d'ailleurs absolument connaître. Ah oui, alors c'est vrai, derrière l'équipe CEMU, on pourrait se demander effectivement s'il y a plusieurs personnes ou une seule, donc comme le pose Xavier dans le chat. Hein. Moi je m'appelle Jacques Fayet. Ah ben voilà, c'est en train d'arriver. Doucement, on va attendre 2-3 minutes, pas beaucoup plus. J'aime pas beaucoup quand on est trop en retard, mais je préfère que l'on parte à l'heure. Mais bon, on va laisser quand même les derniers nous rejoindre. Christophe, je vais te donner la parole si tu veux intervenir, si tu avais quelque chose à dire pour le démarrage de ce webinaire. Bon, Christophe, je te rappelle qu'il faut que tu mettes ton micro en vert en haut. Voilà. Oui, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ouais. Oui. Ok, bonjour. Ben, je viens juste d'arriver parce que j'ai dû faire 3 navigateurs avant de trouver celui qui me permettait de me connecter. Voilà, les petits problèmes habituels. Écoutez, non, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que j'avais été assez bluffé par la présentation qu'avait fait la personne de ce que vous allez nous présenter quand j'étais aux rencontres du FOD. Je trouvais vraiment intéressant de dire tiens, qu'est-ce qu'on fait à partir finalement d'un réseau social qui est pas fait pour de la formation, comment on transforme ça ou comment ça se transforme tout seul en formation, et c'est ce que je trouvais intéressant. Voilà, j'ai juste ça à dire parce que je me suis dit tiens, ça il faut absolument en parler, il faut absolument le partager avec les membres communautiques. Donc je vous laisse, j'éteins mon micro et je vous laisse la parole et bonjour à tous, excusez-moi. As-tu vu qu'on avait des invités, Janine et Anne de l'équipe CEMU? Oui, je sais, oui, tout à fait. Tout à fait. Normalement, on avait 13 personnes. Alors, je vois qu'il y en a plein qui sont pas là, mais tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ils vont peut-être arriver. On démarre. Donc, je reviens sur les équipes de Xavier. Et donc, voilà. Donc, Xavier remplace Christelle chez Digital et va nous présenter ce qu'ils vont faire. Christelle, pour ceux qui l'avaient croisée à Saint-Brieuc, elle est partie du côté de Bangkok toujours pour Gaz de France, Xavier, ou pas? Oh, c'est une provocation, Jacques. Gaz de France n'existe plus depuis 2008. Ouais. Ah oui, d'accord. Bon, on va pas dire ça comme ça. Bon, voilà. Donc, présentons Digital, une communauté de pratiques qui a été créée il y a 2 ans et dont on va d'abord raconter l'histoire. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci Jacques pour les présentations. Donc, on est très très content de vous retrouver aujourd'hui. Donc, c'est vrai que vous avez certains d'entre vous vu Charline. Alors, moi, je vais prendre le temps de me présenter très rapidement. Je suis donc Xavier Charles. Mon prénom c'est Xavier. Et en fait, j'ai le plaisir de travailler dans l'entreprise GRDF dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, mon job, du moins, c'est ce qui est l'intitulé de ma feuille de paie, c'est Community Manager. Alors, dans notre monde, Community Manager, il y en a plein. C'est des métiers un peu nouveaux depuis quelques années. Souvent, on les connaît parce qu'ils sont derrière les comptes sociaux de grandes entreprises, ou plus ou moins grandes, et ont pour charge d'animer finalement ces comptes sociaux au nom des entreprises. Donc, il y a plusieurs approches possibles. Mais mon job et la mission qui m'avait été confiée, c'était d'abord d'animer un collectif de salariés qu'on voyait poindre un petit peu sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est un peu l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui sur comment est-ce que ce collectif, on a imaginé faire des choses ensemble. Et puis surtout essayer de créer un enthousiasme, parce que c'est un des points importants et un des mots peut-être que je vais souvent répéter, ça fait que certains vont le compter d'ailleurs, mais c'est vraiment un des points très importants de mon job. Avant même de le prendre, la personne qui m'a recruté m'avait dit « Tu réussiras ta mission si tu disparais ». Et c'est sans doute le meilleur job et le meilleur conseil qu'on m'ait donné. C'est qu'une communauté qui vit, c'est vraiment finalement quand on la voit enthousiaste, on la voit vivante, mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un derrière qui est là et qui l'anime. C'est vraiment les gens qui parlent entre eux.
et finalement le community manager disparaît. Donc je pense que quand vraiment je ne serai plus visible, c'est là que j'aurai gagné de Paris. Alors on va parler de digital, un petit jeu de mots entre digital et puis tous ensemble. Faire la transformation digitale en entreprise pour de vrai, puisque c'est vraiment notre credo, c'est apprendre en faisant. Alors déjà, un petit rappel de notre contexte. Donc on a fait une petite boutade sur Gaz de France. Alors c'est vrai que GRDF n'est pas forcément très connu. Quand on pose la question dans la rue de manière spontanée, seulement 3% des gens savent ce qu'on fait dans cette entreprise. Donc on est quand même presque 12 000 salariés et notre job principal, alors pour les plus anciens, c'est un peu issu de EDF Service. Voilà, j'arrête pour les anciens francs. Mais en fait, nous, notre job au quotidien, c'est d'exploiter un réseau de distribution de gaz naturel. Donc, si vous avez le plaisir et je vous y encourage d'avoir le gaz naturel à la maison, les tuyaux, le compteur, les interventions chez vous, eh bien, ce sont nos salariés en bleu. C'est notre job au quotidien. Donc, on a près de 11 millions de clients et puis on a le plus grand réseau d'Europe. C'est à peu près 5 fois le tour de la Terre. On est une vieille entreprise, 1946, la création. Et on a une structure, je prends un peu le temps d'en parler, très pyramidale, très hiérarchique. On est un peu issu du milieu militaire. Parce que ce qui a conduit notre culture, notre ADN, c'est aussi la notion de sécurité, puisqu'on est sur du gaz naturel. Et en fait, c'est vraiment ce qui fait partie des principales valeurs. Et quand on mène des opérations de sécurité, un peu comme des pompiers ou peut-être certains militaires, eh bien, on a une organisation très hiérarchisée, très pyramidale, avec un grand respect du chef et des consignes, le mieux possible. Et si j'ai pris le temps d'en parler, c'est parce que dans le monde du digital, même si on ne fait pas n'importe quoi, c'est un mode de fonctionnement, de partage et d'échange qui est venu perturber le fonctionnement de nos entreprises et qui remet souvent en question le rôle du manager. Voilà pour GRDF, avec son enjeu principal, qui est vraiment centré sur le client, parce que bien sûr, c'est lui qui fait que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir exercer une activité rémunérée. Alors, est-ce qu'on a perdu Xavier? Je ne l'entends plus. Je ne vois plus son nom apparaître. Alors, bon, bah, je vais prendre la main le temps qu'il nous rejoigne. On avait prévu de jouer avec un petit sondage que je vais vous afficher, parce que c'est un peu aussi le point de départ de la réflexion que l'on avait eue à un moment donné. C'est voilà, est-ce qu'on peut jouer à ça? Qu'est-ce que le gaz évoque pour vous? Bah, vous avez tous le droit de répondre. Je vais attendre d'avoir cette réponse pour clôturer. D'accord. Ok. Allez, je vous montre les résultats. Voilà. Pendant ce temps-là, je ne vois pas Xavier revenir. Donc, je suppose qu'il a dû avoir un petit souci de son côté. Et voilà, donc il est en train de revenir. Parfait. Il a réussi à se connecter. Voilà. Donc, on va demander à Xavier de remettre. Alors, je vais le passer. Il faut que je lui redonne le statut. Hop là. D'autres avec moi. Voilà. Et il suffit qu'il ouvre son micro et du coup, on va pouvoir de nouveau communiquer, j'espère. Voilà, c'est en train de revenir. Donc pour l'instant, on n'entend pas Xavier, mais je suppose que ça va pas tarder. Vous m'entendez? Voilà, c'est bien, c'est revenu. Alors bon, j'ai profité de la déconnexion. Oui, très bien. J'ai profité de la déconnexion pour jouer à un petit jeu que l'on s'était dit possible. Voilà, j'ai affiché un peu ce qui avait été aussi le départ, je crois, de l'idée de Digital. C'était quelle était l'image de marque du gaz dans le monde, en fait, ou en France, on va dire, enfin, Exactement. dans l'opinion publique. Ouais. Merci beaucoup, Jacques, tout à fait. Parce qu'un enjeu pour GRDF et le gaz naturel, oui, ok. Un enjeu très fort pour nous, c'est finalement de réussir à mieux faire connaître le gaz naturel, une énergie d'avenir, simple, moderne, digitale, puisque la preuve en est, quand on refait quelques recherches sur Internet, sur le web, sur le gaz naturel, on se rend compte très rapidement que c'est vraiment une énergie très sexy et très moderne. La preuve en est la définition de Wikipédia, qui présente bien notre énergie comme purement fossile,
qui parle beaucoup de pétrole et qui donc finalement donne pas forcément une image très sexy. Ce qu'on vous affiche en bas à droite, c'est la présence même du gaz naturel tout petit à gauche comparé à d'autres énergies dont on parle beaucoup plus. Peut-être parfois en négatif, parfois en positif, mais en tout cas, le gaz naturel n'avait pas forcément une très grande place. Et très régulièrement, notamment sur Facebook, quand on parle de gaz naturel, c'était plutôt des clients qui mobilisaient leur communauté, leur collectif, leur famille, parce qu'on avait pu faire des choses pas du tout sympathiques, comme les couper en plein hiver, et que c'était forcément très inconfortable. Donc finalement, gaz naturel. C'est une vision qu'on entend de temps en temps quand même, hein. Ça pète quelquefois. Hein. Alors complètement. Donc quand on se dit est-ce que le gaz naturel, dans le débat sur la transition énergétique, est-ce que c'est une énergie d'avenir, on voit déjà que sur le contexte digital, c'est pas forcément l'énergie à laquelle on pense en premier dans ce cadre. En plus, là je vais passer un peu rapidement, ce que vous pouvez retenir, c'est l'espèce de mosaïque d'acteurs du monde de l'énergie qui a connu beaucoup de révolutions en Europe ces derniers temps. Il y a une multiplicité d'acteurs entre les gens à qui vous payez votre facture d'énergie, électrique ou gaz, les gens qui font du réseau comme nous à GRDF, les gens qui font du conseil énergétique, bref, un monde très ouvert, beaucoup d'acteurs, et on se perd un petit peu dans le rôle de chacun. Et en plus, dans tout cet univers, et notamment à GRDF, on se dit, le digital, c'est une révolution, on doit y être présent. Comment est-ce qu'on peut être présent? On a imaginé chez nous toute une galaxie de services. D'ailleurs, je crois même, moi-même, je ne les connais pas tous. On a des services pour estimer ses économies d'énergie, pour informer les clients en cas de coupure. On a tout plein de sites qui accompagnent nos partenaires, que ce soit des plombiers, chauffagistes, par exemple, ou même des spécialistes du bâtiment. Bref, tout un univers, on a fait une galaxie, mais sans forcément avoir beaucoup de cohérence et qui ne favorise pas toujours le bon renseignement de nos clients. Et puis toujours quand on parle de gaz naturel, là c'est ce que je vous montre sur ce transparent, c'est le bruit fait sur au moins un réseau social qui est Twitter. En orange, le bruit fait par le charbon, en bleu, le bruit fait par le gaz naturel, et en vert, le bruit fait par le gaz de schiste. Encore une fois, je ne peux pas vous dire si c'est positif ou négatif, mais en tout cas dans ce monde d'obésité de l'information, où c'est un peu la lutte à faire en sorte qu'on soit un peu mieux vu, on se rend compte que le gaz naturel avait très très peu de place. Alors on s'est dit comment faire en sorte que sur les réseaux sociaux, que sur le web, l'énergie gaz naturel et notre entreprise soient un peu mieux connues. Eh bien en fait, un petit point quand même de satisfaction, c'est que quand on parle de gaz naturel, et Jacques l'a un peu dit, il y a un truc qui marche super fort sur Twitter, c'est tout ce qui est incendie, explosion, coupure, ça cartonne un maximum. Tout de suite les comptes sociaux de presse en parlent. Bon, c'est pas forcément très heureux, mais certains d'entre vous ont dû entendre parler d'une explosion dans un logement vendredi dernier, c'est tout frais, c'était le 1er avril à Paris, avec plusieurs blessés. Là, c'est le genre d'information qui forcément fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, plutôt sensationnel, et qui pour le coup a un impact plutôt négatif sur l'énergie naturelle et nous rappelle au risque industriel que ça représente. Et ce que vous présente cette courbe en rose, c'est globalement le bruit négatif fait par le gaz naturel lié aux incidents et explosions. Et ça depuis à peu près 2 ans. Et puis heureusement, GRDF, avec ses bras musclés, a un compte social Twitter qui lui permet de parler plus positivement des avantages de cette énergie. Et c'est la petite courbe qu'on voit en vert. Vous voyez, ça marche plutôt bien. On avait une agence qui nous accompagnait. Voilà, on avait des petits pics. On a des petits pics de temps en temps de notoriété parce que on a un partenariat qui marche très bien avec la fédération de basketball. Tony Parker est notre parrain. Et dès qu'on parle de lui, pour le coup, ça marche bien. Après, on est loin de vous parler des avantages du gaz naturel. Alors, on s'est dit, bon, ça va pas être suffisant pour réussir à un peu mieux renseigner nos clients sur les atouts du gaz naturel. Alors, on a regardé un petit peu autour de nous. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'on avait des salariés, et c'est la courbe en bleu que je vous affiche ici, on avait des salariés qui parlaient du gaz naturel, qui parlaient de leur énergie, qui parlaient de leur job, de leur passion, des valeurs qu'ils avaient pour faire leur job de gazier. Et en fait, ce collectif, plus il a grandi et plus il a fait du bruit sur Twitter. Et c'est ce qu'on voit vraiment, puisque maintenant, quand on voit le bruit positif que eux génèrent, on augmente les chances pour un internaute d'avoir des informations plus positives sur le gaz naturel que ce qu'on avait il y a encore 2 ans. Et ça, c'est vraiment lié à la force du collectif et au nombre. Cette communauté, c'est quasiment 6% des salariés, parce que je vous dis, on a à peu près 11 000, entre 11 et 12 000, donc on a quasiment près de 6% de nos salariés qui sont présents sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Ils arrivent à intéresser à peu près 50 000 abonnés, et en fait, c'est à peu près chaque mois 10 millions d'impressions, et en fait, on voit quelques-uns parmi eux qui sont sur ce petit transparent, qui en fait
arrivent à avoir une influence numérique, alors mesurée par le Clout, c'est un petit service public et gratuit, ils ont une influence au moins sur les réseaux sociaux qui vient égaler certains comptes, notamment le compte d'entreprise qui est GRDF. Donc, par leur collectif et par ce qu'ils sont, ils arrivent à intéresser et à devenir un peu influents, en toute modestie. Alors, comment est-ce qu'on a réussi ça? Parce que c'est l'objet de l'échange aussi qu'on a aujourd'hui. Le dispositif, c'est plusieurs éléments. Alors, tout d'abord, un community manager, mais là, le focus que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'était son rôle. Le rôle le plus important que je peux partager avec vous, c'est vraiment la qualité de la relation qu'il va mettre en place avec chacun d'entre eux. C'est-à-dire que, alors maintenant, on est presque 1000 salariés, donc j'aurais prétention à vous dire que je les connais tous. On a démarré, on était une dizaine, et puis ça a grossi au fur et à mesure. Mais toute la relation qu'on a pu créer ensemble, ça s'est fait aussi par des échanges au téléphone. On s'est rencontrés sur Twitter, on s'est parlé pour de vrai aussi. On a bu quelques verres, on a beaucoup échangé. Et c'est vraiment la qualité de la relation qui peut alterner le numérique et la vraie vie, qui fait qu'on a un collectif qui se construit et qu'une relation de confiance se crée. Des ingrédients également, pour réussir finalement à être présent de manière aussi massive sur les réseaux sociaux, il y avait plusieurs éléments qui étaient importants. D'abord, on est parti d'un constat, et ça je le dis peut-être à tous les formateurs qui sont autour de la table aujourd'hui, on avait initié début 2014 des modules de formation en e-learning avec un jeu de transparent qui nous expliquait comment créer un compte Twitter, c'était quoi Twitter, comment ça marchait. Ça nous a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a eu à peu près 25 vues. Je vous rappelle qu'on est 12 000 salariés. Donc 25 vues sur ces modules de formation, ça ne marchait pas du tout, mais on en a tiré des enseignements. Et c'est un des ingrédients quand on parle de l'émission, c'est qu'on est parti sur des formations par l'action. On a monté des web TV, c'était une demi-heure, c'était en live, c'était accessible de n'importe quel téléphone ou connexion Internet. Et en fait, pendant une demi-heure, on faisait des exercices pratiques pour découvrir Twitter, ou même monter des opérations, avec un objectif à chaque fois, on en parlera un petit peu après, qui permettaient à chacun de toujours progresser sur Twitter. Donc, point important, c'est vraiment par la pratique que chacun a pu aussi progresser. Un autre travail qui a été mené, c'était avoir un manuel du bon usage des réseaux sociaux à l'attention des salariés. Donc il y a plein de boîtes publiques, privées qui en ont également. C'est souvent des manuels qui visent à donner quelques règles de prudence. C'est aussi ce qu'on a voulu faire pour aussi protéger le collectif, leur dire attention, quand vous tweetez, c'est toujours en votre nom, ça reste public, mais veillez à ne pas porter atteinte à l'entreprise. Et pour autant, on a rédigé les choses de manière collective, parce qu'on était à peu près 40 à l'écrire, et aussi pour vraiment donner envie à des salariés qui commencerait à avoir l'envie de venir sur les réseaux sociaux. Les communautés, c'est aussi un point important. La communauté, c'est que c'est un des jobs du community manager ou d'autres demain, c'est de toujours veiller à recruter. On identifie des gens qui ont un petit peu des envies, qui vont émettre une idée. Il faut surtout bien veiller à leur transmettre de l'enthousiasme, bien veiller à ce qu'ils ne soient pas étouffés par d'autres qui peuvent avoir tendance à prendre beaucoup de place, on connaît toujours dans les groupes, et bien veiller à ce que chacun puisse contribuer à porter sa parole et venir les chercher. Ça, c'est du recrutement, c'est du travail au quotidien, c'est peut-être le plus long à réaliser, et c'est ce qui permet d'avoir un collectif ensuite. Et le learning by doing, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est vraiment apprendre en faisant, et puis on va voir quelques exemples. Alors, l'émission, il suffit que vous alliez sur Google, vous cherchez YouTube et vous tapez Digital, et vous verrez les émissions qu'on a réalisées au cours de l'année 2014 et 2015. Donc, c'est souvent des vidéos d'une demi-heure, je l'ai dit, elles sont toutes publiques. Le manuel, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, juste sur la méthode, on a d'abord commencé avec un petit groupe de 4 ou 5 salariés très engagés. On a imaginé un sommaire, et puis ensuite on l'a soumis avec des exemples d'autres entreprises, La Poste, AXA par exemple, même Orange. On l'a livré à des salariés qui ont donné leurs avis. Ça pouvait être très simple, ça pouvait dire oui, super un document, mais surtout on ne veut pas une note politique. On ne veut pas non plus un truc en 12 pages, on veut que ce soit illustré. Et tout ça, c'est autant de matière qui fait qu'on a pu réussir à produire un document qui finalement leur ressemble. Ça prend plus de temps que si on le fait dans une alcôve. On a dû mettre 4 mois alors qu'il ne fait que 5 pages, mais c'est vraiment un manuel dont les salariés sont fiers et qu'ils continuent à diffuser largement. La communauté, ça c'est alors un point très important de dire mais comment est-ce qu'on crée des ambassadeurs? Alors moi c'est un mot avec lequel je suis très très mal à l'aise. Ambassadeur, pour moi il y a aussi pas mal un aspect de marketing et je suis pas très à l'aise avec ce terme-là. Et pour illustrer, ce que je peux vous dire c'est que sur un collectif, on ne décrète pas la cause qui les rassemble. Les valeurs, la cause qui les rassemble, ils l'ont et c'est pour ça qu'ils se sont réunis. Alors on a l'avantage de bosser dans une boîte qui véhicule des valeurs de service public, de sécurité, de service aux autres,
Donc c'est certainement quelque chose qui peut rassembler les gens. Mais ce qui nous a aussi surpris, c'est que fin 2014, une demi-douzaine de salariés ont dit nous on connaît l'opération Movember. C'est une opération qui a été créée en Australie en 2007 et qui vise à récolter des fonds pour financer la recherche contre la lutte pour les cancers typiquement masculins. Donc pour faire simple, le cancer de la prostate et autres. Donc c'est pas forcément un sujet très rigolo, mais pour autant l'association Movember génère des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux plutôt sympathiques. Et en fait l'idée c'est que les hommes se laissent pousser la moustache, les femmes les soutiennent parce que quand on n'apporte pas c'est pas toujours facile. Et en fait ce collectif vise à ramener un maximum de fonds pour financer la recherche. Et on a des salariés chez nous qui ont dit nous on a envie de s'engager pour cette cause, et avec tous les gaziers et gazières on pourrait faire un Movember. C'est ce qu'on a fait en 2014. Et on a réussi à récolter presque 4 000 € de dons pour cette association. Et vous voyez que là, sur le coup, on est un peu loin des atouts du gaz naturel. Mais c'est vraiment ce qui leur tenait à cœur, c'était vraiment leur humanité. Et c'est ce qui a fait que pendant tout un mois, tout le mois de novembre, en fait, on a eu un collectif qui a eu envie de s'amuser et de participer à une belle cause. Le learning by doing, c'est très important. En fait, ce genre d'opération et de collectif permet aussi de mettre au jour des compétences que les gens ne mettent pas toujours en valeur dans leur job au quotidien. On est manager d'une équipe de plombiers à GRDF, et pour autant, on peut être un pro du Photoshop. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours? Pas forcément. Mais ces compétences-là, elles sont cachées, et ce genre d'opération permet de les mettre en valeur. Les gens auront à cœur de le mettre en avant, et toutes les petites affiches que vous verrez sur ce qui a été fait sur Digital, ça a vraiment été fait à la main, par les salariés, sans agence, parce qu'ils savaient le faire et qu'ils avaient le goût pour ça. Un exemple qui illustre aussi un petit la force du collectif, c'est dans cette opération, GRDF avait fait la promotion de son nouveau site web. Donc notre site internet, à l'été 2014, il a été refondu et puis il a été lancé. Et GRDF s'est offert une campagne sponsorisée sur des réseaux sociaux pour le faire connaître, avec un hashtag qui s'appelait Au moins pour. Et puis les salariés ont eu envie de faire une opération aussi pour promouvoir ce site internet, mais sur un autre ton. Ils ont créé le hashtag avant le web. Et en fait, toute l'idée, c'était de dire, c'est vrai qu'avant le web, pour programmer une réunion, c'était la croix et la bannière, on s'envoyait des fax. Maintenant, avec des services comme Google, c'est super simple. Et en fait, on s'amusait à mettre en avant tous les avantages proposés qu'on peut avoir maintenant par Internet. Et en fait, les deux petites barres que vous avez à droite, c'est le bruit qui a été fait par la campagne sponsorisée en vert. Et en rose, c'est le bruit fait par le collectif avec leur hashtag. Donc on voit bien que sur un ton différent, avec un enthousiasme différent, avec des vrais salariés et leur humanité, ils ont un ton qui est différent de celui que peut prendre une entreprise comme GRDF avec un compte corporate. Et souvent, c'est ce qui permet d'attirer plus de gens et d'aller le mieux intéresser. Des opérations, on en a parlé tout à l'heure, où on avait envie de faire un petit focus sur une qui s'appelle GNV and Furious. Alors pour nous à GRDF et Gaz Naturel, le GNV, c'est le gaz naturel véhicule. Donc ça permet en fait à des voitures de pouvoir rouler au gaz naturel. C'est un carburant d'avenir qui a pas mal d'atouts. Et on avait l'ambition d'essayer de mieux le faire connaître, parce que sincèrement le grand public ne connaît pas. Et on a imaginé une opération qui s'appelait GNV and Furious, et c'était à peu près en mars, il y a un an maintenant, et ça sortait en même temps que le numéro 7 de cette série de films Fast and Furious, film d'action avec des voitures et pas mal de cascades. On a une petite vidéo qu'on vous propose de regarder et qui vous montre un petit peu ce qu'était cette opération, comment on l'a imaginé avec nos salariés. Première étape, faites avancer la voiture de votre choix en tweetant son nom et le hashtag GNV and Furious. Étape 2, on est méchant. Ralentissez l'équipe de votre choix en tweetant son nom, le hashtag GNV and Furious et le nom d'un produit.
revient sur le jeu de transparent. Donc en fait, le principe, c'était une plateforme web avec une course, vous avez compris à peu près, plusieurs régions, plusieurs véhicules. Donc en fait, on pouvait faire avancer les voitures et faire cette course-là grâce à des tweets qui en fait, avec le copie de règle de hashtag, permettait à chacun d'encourager une voiture, de lui mettre des bananes pour la faire reculer. Et donc tout ça plutôt avec de l'enthousiasme, on s'est plutôt amusé à faire cela, mais en même temps, on essaie de mieux faire connaître cette énergie. On l'a vu tout à l'heure, Gaz Natural, je n'ai pas forcément très connu, et sur un ton différent, eh bien en fait, on a essayé de faire connaître cette énergie et ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'en fait, on n'avait jamais autant parlé du gaz naturel au véhicule, ce gaz carburant, que pendant cette opération-là. Alors pour la petite histoire, c'est une opération qui a été réfléchie avec les salariés, faite par eux. L'affiche, encore une fois, c'est du Photoshop fait par un de nos collègues. Ça n'a pas toujours été facile de la faire connaître, ou du moins de la faire accepter par différentes strates ou experts de notre management qui étaient un peu inquiets en disant « Oh là là, mais c'est quoi ce ton ? Fast and Furious, c'est des films un peu violents. Nous, on n'a pas cette image-là. Nous, on est plutôt sur des solutions douces, d'éco-conduite, un nouveau carburant un peu moins polluant. Vous êtes sûr que ça va aller ?» Donc, pas mal de craintes. Oui, en fait, on se rend compte que avec ce ton-là, non seulement on arrive à tirer des gens qui ne les écoutent pas toujours forcément, et en plus, ça ne nuit absolument pas à l'image de ce gaz naturel véhicule. Alors, ça c'était ce qu'on avait fait en 2014. Je voulais aussi faire un petit focus sur ce qu'on a découvert et appris avec toutes ces opérations. C'était le Learning by Doing. C'est un autre projet. Mais ce qu'on a fait, et là c'est tout récent parce que c'était à la fin de l'année passée, on a développé la première appli mobile pour nos salariés avec cette même façon de faire, c'est-à-dire en impliquant les salariés pour qu'ils définissent eux-mêmes l'application mobile qu'ils voulaient. Alors ça venait de différentes demandes de consultation de nos salariés qui nous avaient dit, nous ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse avoir des solutions qui font plus de liens entre nous, qui nous mettent mieux en connexion et avec une appli mobile. Donc on a dit ok, banco, mais c'était un vrai challenge puisque on a eu le feu vert pour le démarrer en juin avec l'ambition d'avoir une appli livrée en octobre. Donc ça faisait 3 mois et en plus c'était pendant l'été. Alors comment est-ce qu'on l'a fait ? Bien sûr, on aurait pu se mettre dans un bureau avec des cerveaux musclés parisiens et décider des services qu'on allait mettre dans une appli mobile pour nos salariés. Mais non, on l'a pas fait comme ça du tout. On ne savait pas du tout quel service on allait proposer aux salariés, parce qu'en fait, c'est eux qui les ont imaginés. Donc on a mobilisé, même pendant l'été, à peu près 130 contributeurs, vous avez un peu ici en photo, qui ont su, dans des ateliers d'une petite heure, imaginer les services de demain, et sont allés jusqu'à les dessiner sur des écrans de téléphone en papier, pour finalement décrire les services dont ils avaient envie. Et en fait, ça a plutôt bien fonctionné, puisqu'aujourd'hui, il y a 5 services qu'ils ont donc imaginés, décidés, et alors qu'on s'était fixé un objectif d'avoir peut-être 1000 salariés dans l'application finalement à la fin d'année, eh bien, c'est ce que vous voyez sur ces courbes-là, ils ont été beaucoup plus nombreux à tout de suite télécharger l'application, parce que depuis le début, ils ont été dans le process de création de l'application. D'abord, ils l'ont imaginé, ensuite, ils l'ont testé en version bêta, c'était très compliqué, c'était pas propre, ils se sont cassés un peu les doigts, mais ils avaient envie d'y aller, et vraiment, ils ont été acteurs jusqu'au bout de la création de cette application, et donc, finalement, elle a été très vite appropriée. On va partir cette année en 2016 pour faire une version 2, encore une fois, avec nos salariés. Alors, pour finir, on essaie un peu de prendre le recul de ce qui s'est passé avec ce collectif-là. On imagine en fait 3 enjeux importants pour demain au sein de l'entreprise GRDF. D'abord, peut-être plutôt rassembler les cultures. J'ai pris un peu le temps tout à l'heure de vous décrire la nôtre. On n'est pas dans une logique d'opposition des cultures, mais parfois on se tague nous-mêmes de corsaires parce qu'on le fait un peu différemment de ce qu'une marine royale pourrait faire, avec un alignement très clair sur des processus, des règles. Et là, on est un peu dans une envie d'horizontalité. Et pour autant, on n'est pas là pour opposer les cultures et plutôt les rassembler, puisque dans une boîte comme la nôtre, on a forcément des choses qu'on continuera à faire dans une culture plutôt du contrôle, et d'autres choses qu'on peut tenter de façon un peu digitale. Si je prends un exemple, c'est est-ce que demain, il serait pertinent de confier une centrale nucléaire à des gens de culture digitale ? Sincèrement, moi j'ai peut-être quelques réserves. Maintenant, imaginez des projets nouveaux, différents, un peu disruptifs, façon digitale, eh bien oui, je pense que là, c'est à toute sa place. Accepter la résistance, alors là, c'est en 2 messages. Le premier que vous avez à gauche, c'est une étude du MIT sortie il y a quelques mois. En haut, vous avez la représentation d'un collectif qui n'est pas présent sur Twitter. En bas, c'est un collectif qui a été analysé, qui lui est très présent sur Twitter. Qu'est-ce qu'on voit en haut ? C'est que les gens sont très connectés sur le même soleil. Finalement, ça ne partage pas beaucoup entre eux, et ils écoutent beaucoup le même soleil. Alors qu'en bas, c'est très transverse, les gens papotent directement entre eux,
Et ce que le MIT conclut, c'est que la capacité à développer des idées innovantes est largement plus développée dans un schéma d'organisation ou de fonctionnement comme celui du dessous, plutôt que celui du dessus. Et donc, quand on se dit demain comment est-ce qu'on peut faire, c'est continuer à avoir l'énergie et l'envie de résister, parce que certainement que la création vient dans la résistance. Ce que je veux dire par là, c'est que revenir sur des modèles classiques comme on les connaît, alors qu'on aimerait faire différent, et qu'on ne sait pas trop comment y aller, finalement se recentrer sur ce qu'on sait faire comme d'habitude, c'est pas forcément ça qui va demain nous permettre d'innover. Donc c'est aussi collectivement et individuellement être capable de résister à nos modes de fonctionnement pour générer la création demain. Et je ne peux qu'encourager chacun, et c'est ce que je dis régulièrement aux salariés que je rencontre, à veiller à avoir l'énergie de résister pour mieux créer demain. Et puis l'exemple sur lequel je finis, c'est aussi une ouverture sur d'autres communautés. Il y a une communauté qu'on connaît assez bien, avec laquelle on a déjà partagé, c'est celle des cheminots, qui est vraiment très très présente sur Twitter, alors qui d'ailleurs a vraiment à cœur de régulièrement informer les voyageurs de ce qui se passe sur le réseau ferré. L'exemple que je donne, ça s'est passé il y a à peu près un an. Hop, la filiale d'Air France lance une campagne sponsorisée sur Twitter avec un hashtag sponsorisé qui était « Je préfère l'avion parce que ». L'idée était bien de faire la promotion de l'avion. Ils ont lancé cette campagne et puis il y a quelques cheminots qui se sont rendus compte de ça. Et finalement, avec leur enthousiasme et leur collectif, ils ont créé un hashtag qui était « Je préfère le train parce que ». Et en fait, ils ont été des centaines de cheminots et d'autres encore à venir s'amuser avec ces deux hashtags, se tirer la bourre, se faire des blagues, se faire des petits coups de griffe, ça restait très sympathique. Et ce que vous avez à droite, c'est le bruit fait par ces deux moments. En rouge, vous avez la campagne sponsorisée, payée à Twitter, par Hop. Donc ça a démarré tranquillement, puis il y a eu un pic. Et quand les cheminots sont entrés dans la danse, uniquement par leur collectif, leur enthousiasme et leur force de groupe, c'est la courbe en bleu. Vous voyez qu'ils ont dépassé le bruit fait par la campagne sponsorisée. Et ça, c'est vraiment lié à l'engagement que ce collectif a sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'en fait, on a plutôt envie de dire que community manager, on n'est pas vraiment sur un management de ressources où les salariés seraient des gens qu'on peut instrumentaliser pour porter des messages, leur demander de retweeter des messages corporate. Non, c'est plutôt leur émotion, ce qu'ils sont et leur humanité qui fait qu'ils intéressent les gens. Et c'est vraiment ce qu'on a toujours encore envie de développer à GRD. Merci Xavier. On va démarrer par quelques questions que moi j'ai préparées et sur lesquelles on s'est mis d'accord ensemble. Bien sûr, vous intervenez dans le chat de conversation, vous nous recalez par rapport à vos propres questions. On a bien compris le pouvoir du collectif. Moi j'ai bien compris tout ce pouvoir de la communauté qui se construit à côté de l'organisation officielle. Alors justement, si on essaie de transférer cette réussite, quels seraient les conseils de création et de réussite d'une communauté? Comment on fait pour réussir une communauté? J'ai bien compris la technique qui consiste à mettre de l'énergie, à mouiller sa chemise, à aller voir les uns les autres et commencer par du contact réel. Oui, ça c'est un des premiers points. Alors, j'en ai plusieurs en tête. Peut-être que le premier point, c'est d'être vraiment en capacité d'écouter ce que les gens disent. C'est comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, rassembler un collectif et le faire grandir sur une cause, la cause ne se décrète pas, c'est finalement le collectif qui sait se réunir. Et donc ce temps passé à écouter ce qui intéresse les salariés, ce qui les fait vibrer, de quoi ils parlent, c'est ça qui permet d'identifier la cause qui les rassemble et qui demain peut les rendre plus grands. Donc vraiment, l'écoute de ce qui se dit, c'est un des points primordiaux. Je pense qu'il y a d'autres points primordiaux, c'est aussi la bienveillance du management. Parce que finalement, notamment dans une entreprise comme la nôtre, s'il n'y a pas une impulsion qui est donnée, ou en tout cas un bienveillant par le top management de l'entreprise, c'est beaucoup plus difficile de réussir. Je pense qu'on peut le faire, mais alors, il faudra vraiment le démontrer avec une énorme pression, peut-être par des valeurs chiffrées ou d'autres éléments, mais d'avoir quand même dans son collectif dirigeant, et c'est ce qu'on a à GRDF, quelques-uns qui soient vraiment bienveillants et qui donnent la liberté de ton, c'est aussi un des facteurs de succès de la création, de la génération de ce collectif. Le point de départ là dont parle Christophe, donc quelqu'un dont on peut citer le nom, Vincent Gaillaguet, qui était DRH ou qui est toujours peut-être DRH du groupe, qui était vraiment partie prenante des initiatives. Je me demande si son point de départ, c'était pas justement qu'il en avait un peu marre de ces opérations qui coûtaient très cher et dont l'efficacité était douteuse à l'échelle d'un groupe comme GRDF. Donc du coup, l'initiative Twitter et Digital, est-ce qu'elle n'a pas été lancée par contre-pied de saturation, d'usure, de formes d'action qui étaient classiques? Oui,
il y a peut-être un petit peu de ça, parce que donc j'ai pas beaucoup parlé de Vincent Gaillet qui a eu une mission très importante au sein de GRDF, donc qui était en fait le chef de projet digital de GRDF. Donc ça couvrait pas mal de missions, et dont celle d'être un peu plus à même de comprendre ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Vraiment, quelques-uns de nos dirigeants ont dit bon, on est GRDF, le digital arrive, on nous en parle partout, on ne sait pas comment ça marche, c'est pas notre culture, on a besoin de quelqu'un qui puisse un peu nous bousculer, nous éveiller à ça. Ça a été la mission qui lui a été confiée. Elle était assez simple, il avait quelque part un pouvoir fort qui était d'être directement rattaché à la direction générale, mais pas d'équipe. Bon, à part moi qui l'a recruté après quelques mois. Donc finalement, assez peu de moyens, mais en même temps, une capacité à pouvoir influencer, à recruter des gens pour créer des choses ensemble. En fait, un des points importants, c'est qu'il a rapidement vu que les salariés étaient déjà présents sur les réseaux sociaux. Et finalement, plusieurs parmi nos managers, nos experts pouvaient se dire, bon, il faut qu'on soit très vigilant parce que vont-ils dire? Quel message ils vont porter alors qu'ils n'ont pas forcément une habilitation formelle pour parler au nom de GRDF? Mais on a eu à cœur de dire, de toute façon, la vague est là, ils seront là, on ne peut plus être dans une logique de contrôle, mais plutôt d'accompagnement, d'enthousiasme, et finalement de faire des choses avec eux parce qu'ils sont responsables, ils sont humains et on peut faire des choses formidables avec eux. Et c'est ça aussi qui a permis de semer des graines pour finalement développer ensuite ce collectif. Donc ça, c'était quand même un point très important d'avoir quelqu'un qui soit un peu fer de lance, un peu gratte-poil aussi dans un environnement, ce que Vincent Gaillet fait très bien, tout en étant très bienveillant avec les autres, pour finalement générer cet enthousiasme et ce collectif. Alors, on peut poser la question un peu comme le propose l'équipe CEMU, là. Comment est-il possible dans une organisation aussi hiérarchisée et aussi militaire, hein, le mot a été dit tout à l'heure, d'imaginer tout d'un coup une organisation parallèle, un contrepoids, une contre-culture. Enfin bon, on connaît bien les résistances des grosses organisations à ce style d'initiative. Comment on réussit à vivre ensemble? Je pense que donc, déjà, j'ai quand même parlé de bienveillance générale, même si ça bousculait les uns et les autres. Après, le temps passant, chacun comprenait aussi que le monde des réseaux sociaux, le fait qu'on soit plus nombreux à pouvoir prendre la parole, à être en connexion les uns avec les autres, c'était le monde de demain et que ça ne servait à rien de le refuser. Et puis en fait, ce qui a permis aussi de continuer, de poursuivre cette initiative, c'est que d'abord, les salariés qui nous rejoignaient étaient super enthousiastes. Ça créait des sourires, ils découvraient les réseaux sociaux, ils avaient envie de s'engager, ça créait du lien entre des gens. Et en plus, les opérations qu'on a pu mener, elles ont connu chacune un petit succès. On l'a bien vu tout à l'heure, GNVN Furious. C'est un exemple où finalement on a pu parler d'un enjeu important, avec un ton, avec un engagement de salariés et avec des résultats également. Donc c'est ce qui permettait aussi à l'entreprise et finalement de toujours poursuivre dans notre mission avec les salariés. Et il n'y a pas eu de, alors on l'a pas décrit, mais dans l'organisation de Digital, il n'y a pas d'hiérarchie, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de comment fonctionne la. Alors on avait dit qu'on parlerait aussi beaucoup dans le fonctionnement de Digital, cette capacité à avoir délégué le rôle de community manager, ça paraissait une réussite vraiment tout à fait particulière et peut-être reproductible ailleurs. Ouais, alors en fait, pour chacune des opérations qu'on a un peu abordées tout à l'heure, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est des différents rôles. Un peu à l'image d'un bateau avec des corsaires, c'est-à-dire qu'il nous faut une vigie qui va avoir un peu de vision long terme sur tout ce que fait le collectif. Pas mal de cuistots qui soient dans les cuisines pour préparer les choses, des affiches, du teasing. Il nous faut aussi un capitaine qui soit un petit peu le maître de cérémonie. Donc pour faire un peu plus court et simple, quasiment à chaque fois, on essaie d'avoir ce rôle-là. C'est-à-dire un maître de cérémonie qui vient peut-être avec une idée et dont le job va être un petit peu d'être le leader, de faire en sorte qu'on se réunit bien régulièrement avant de lancer l'opération, parce que quand vous avez vu la vidéo, ça s'est passé sur 1h30, il y a quand même tout un travail préparatoire pour réussir à faire ça. C'est un peu le rôle du maître de cérémonie, qui est venu avec une idée, une envie, et qui va essayer de rassembler tout ce petit collectif régulièrement pour être prêt le jour J de l'opération. On va aussi avoir, deuxième rôle, un community manager. Là, son job, c'est surtout de ne pas avoir des idées. Son job, c'est de veiller à ce que l'enthousiasme soit là, l'envie soit toujours présente, qu'on ne fasse pas des réunions préparatoires d'1h30 où tout le monde s'emmerde, mais surtout tenir un timing, peut-être une demi-heure, s'assurer que chacun puisse s'exprimer. Également, parler aux uns et aux autres en face à face et pas toujours en collectif, parce que chacun peut avoir des missions complémentaires pour réussir l'opération. Donc le rôle du community manager dans ce cas-là, sur un micro-projet, c'est un peu celui-ci. Et puis si je prends le troisième rôle, qui serait la vigie, celui qui va prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passe au fourmillement, des uns et des autres qui papotent sans cesse, parce que on
on papote au téléphone régulièrement, on fait des points aussi sur plein de systèmes de messagerie partagés, type Hangout ou même en message privé sur Twitter. Donc finalement, cette vigie, elle a un peu le rôle de prendre le recul, voir un peu le climat général, s'assurer qu'on sera bien au rendez-vous au jour J, bien rappeler aussi l'objectif, puisqu'en fait, chacune des opérations demande à ce qu'on se fixe un objectif. Et souvent, ça prend beaucoup de temps. Que ce soit pour de la génération d'idées, ou se fixer l'objectif que l'on poursuit, ça prend beaucoup de temps. Mais une fois que tout le monde est aligné là-dessus, ça permet d'aller beaucoup plus vite et puis de réussir l'opération. Mais encore une fois, l'objectif est hyper important. Si je prends GNV Curious, on s'était fixé un objectif de nombre d'impressions et de comptes qui allaient jouer avec nous. Et si on se fixe pas ça, parfois on peut partir sur d'autres champs de travail et on perd beaucoup d'énergie. La question de Sylvain dans le chat est sur la création de la communauté. Là, GRDF existait déjà, il y avait déjà beaucoup de monde, donc assez naturellement, ça a dû permettre l'émergence du digital, et puis après, ça a été bien managé, on a bien compris la réussite. Mais nous, en formation, finalement, comment on pourrait s'y prendre pour créer ces communautés? Les conseils, des bons conseils, qu'est-ce que ça pourrait être? Parce qu'en fait, vous voulez créer une communauté par rapport à un sujet ou un objectif, peut-être? Je pense que la question est plus ouverte que ça. Je me dis que on voit bien apparaître spontanément des communautés. La preuve, ce qu'on est aujourd'hui entre nous, c'est une communauté. Communauté, ça a été créé, il y a eu des initiatives, mais bref, ça a sa propre existence, sa propre dynamique. Mais autour de la formation, on voit bien le besoin. Il en existe quelques-unes, par exemple. Moi, je vois dans mon travail de formateur, j'ai des participants qui spontanément créent des communautés. Ils vont se retrouver et ça va perdurer un certain temps. Mais on se dit finalement, est-ce qu'on pourrait pas être un peu plus aidant par rapport à ça? Alors, ouais. En tout cas, d'expérience, ce que je peux constater, c'est que c'est important de toujours veiller à recruter et avoir des nouvelles forces vives dans le collectif. Parce que toutes les opérations que vous avez vues ici, il y a toujours eu un noyau dur de salariés très impliqués pour les réussir. Et on avait aussi à cœur à chaque fois de pouvoir accueillir des nouveaux. Et cette problématique de l'inclusion de nouveaux, qui demain vont aussi contribuer au collectif, proposer des idées, donner des conseils, c'est un point sur lequel on apprend encore aujourd'hui en toute humilité. Parce que des fois, une fois qu'on est vraiment dans le côté digital, moi j'y suis depuis 2 ans, des fois on oublie ce par quoi on est passé. Moi j'ai découvert Twitter il y a 2 ans, et quand je vois que je forme des salariés aujourd'hui, je me rends compte que j'ai oublié tous mes atermoiements et mes interrogations du début. Et donc ça pose la question de l'inclusion de nouveaux qui vont contribuer à ce collectif et donner un sang neuf, de nouvelles idées. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, à bien réfléchir en collectif. C'est demain, alors qu'il y a un noyau dur, comment est-ce qu'on accueille des nouveaux? Peut-être le deuxième aussi, c'est de se dire, c'est la prolongation du premier point, accueillir des nouveaux, ça passe aussi par l'écoute. Et comment toujours rester en écoute sur ce qui se dit, par exemple sur les domaines sur lesquels vous êtes très intéressés, c'est qu'est-ce qui se dit ailleurs, sur des sujets qui vous intéressent. Je vais illustrer par un exemple. En tout début 2015, on a lancé sur Twitter une bataille entre différentes entreprises de services publics. Le transporteur de gaz, GRT Gaz, nous, la distribution, la Poste est venue avec nous, et puis les cheminots. Et on s'est amusé en fait pendant 1 heure à se tirer la bourre avec 4 community managers qui chacun pour l'entreprise posait des questions sur leur métier. C'était quasiment des énigmes, mais ça visait à mieux faire connaître les métiers, et les twittos s'amusaient à faire des réponses, parfois avec beaucoup de mots. Et en fait, le bruit généré nous a permis de finir par bien des sujets les plus évoqués sur Twitter, donc il y a un trending topic. Si je dis qu'on a réussi à faire ça en s'ouvrant, c'est parce qu'on écoutait aussi les autres communautés qui parlaient. Elles s'intéressaient à quoi, qu'est-ce qui les rassemblait, et ce temps passé à l'écoute permet demain d'inclure des gens qui pourront aussi apporter à votre collectif. Ce que j'entends dans ce que dit Xavier, là, c'est le défi, ça a l'air d'être quand même une belle façon de démarrer quelque chose. Vous vous êtes lancé des défis entre vous. Ouais. Oui, et sincèrement, pour chacune des opérations, à un moment donné, on vit tous un moment d'urgence. C'est-à-dire que des idées commencent à germer, on commence à en papoter. Et puis finalement, quand la date fixée arrive, ça peut être 3 ou 4 semaines avant l'échéance. On dit vraiment là, on la lance, il faut qu'on fixe la date. On sent toute l'énergie se mobiliser pour être présent et puis réussir l'opération au jour J. C'est un peu en mode micro-projet. Ça c'était pour les opérations. Mais c'est vrai que
ce petit défi, ce challenge sur un moment donné, en se disant mais qu'est-ce qu'on va apprendre aussi pendant cette opération-là, parce que l'idée d'apprendre ensemble, c'est ce qui génère aussi l'énergie du collectif. Et justement, c'est quelque chose, alors là, je réponds en même temps à Christophe qui écrit dans le chat qu'on peut imaginer des communautés d'apprenants sur un thème, etc. Christophe, c'est bien ce qu'on va démarrer dans les ateliers. Là, moi, je vais m'occuper du groupe handicap et numérique. On va bien avoir quelque chose, il va y avoir une production, un groupe qui va travailler sur un sujet et qui va faire avancer globalement. Donc, du coup, peut-être que c'est ça la bonne façon de faire progresser notre communauté communautique, c'est d'être producteur de contenu à partager. Oui, je pense. Alors, ce que je peux partager aussi avec vous, c'est que là, je me rends compte aussi en parlant avec vous, c'est qu'il y a aussi alternance de temps fort et de temps lent, ouais. Avec des temps plus rapides et des temps forts. Là, quand vous parlez un petit peu de votre collectif, je disais des choses aussi sur les MOOC, si je fais un parallèle avec ce que j'ai connu au sein de GRDF, le manuel pour l'utilisation des réseaux sociaux, ça nous a pris du temps, parce que j'avais un temps lent, où plusieurs ont contribué. Et puis ensuite, on a fait des temps plus courts, avec des formations à Twitter live. En fait, on en a fait 2, il y a 2 vidéos, à chaque fois d'une demi-heure, avec un module Je découvre Twitter, c'était la première vidéo, et puis 2 mois après, on a fait une pour être un peu plus avancé. Et en fait, je pense que cette alternance-là, elle est assez utile, parce qu'on peut avoir ce travail de fond collectif, et puis à un moment donné, tiens, on met en pratique, on imagine un temps fort sur un objectif, et on le fait ensemble. Il y a une bonne question dans le chat là autour du noyau dur. Est-ce que dans la communauté digital, il y a un noyau dur? Je crois qu'on avait parlé d'une trentaine de community managers de fait actuellement. Alors, ouais, quand je dis noyau dur, c'est que il y a toujours des gens qui sont super prompts à venir sur ces micro-projets. On a accueilli au fur et à mesure des projets de nouveaux. Il y a toujours un petit collectif qui est vraiment hyper engagé et celui-ci arrive à tirer tout plein de gens le jour de l'opération, par exemple. Voilà. Donc après de dire 30 community managers, ce qu'on peut voir maintenant, c'est que avec le goût que ça a donné à pas mal de nos salariés, on voit en région, parce qu'on est pas mal organisé régionalement, on voit en région des salariés qui ont vraiment à cœur d'animer aussi un collectif sur un territoire, en partageant de l'information, en imaginant même des formations auxquelles on peut participer. Et donc quelque part, c'est un peu les graines qui sont semées en se disant, on peut demain imaginer d'autres community managers qui seront avec un collectif en région ou ailleurs et qui vont animer ces salariés. Et il y a une question sur la technique. Il y a des participants de Digital qui s'occupent de la technique ou c'est pas la peine? Alors complètement. Alors ça, sincèrement, moi je suis pas un très grand geek, mais par contre on avait toujours des très bons geeks qui pouvaient nous aider, ou assez bons en technique. On a vraiment tout fait avec des solutions gratuites ou d'entreprise. C'est-à-dire que quand on faisait toutes nos émissions live, hein, vous verrez, d'ailleurs c'est un peu, voilà, c'est pas professionnel avec des caméras professionnelles. Hein. On avait des webcams connectées à nos PC avec des solutions exactement comme celles que Jacques nous fait partager aujourd'hui. On était sur Adobe qu'on a dans l'entreprise également. Et on diffusait en live, en fait, à tous, avec même un téléphone et une conférence téléphonique pour que les gens puissent écouter, poser leurs questions via Twitter ou via ce fil. Donc, à chaque fois, c'était avec des techniques qu'on avait les moins chères possibles et déjà disponibles. Et finalement, sur le web, c'est l'avantage, c'est qu'on trouve quand même beaucoup de solutions gratuites et qui nous permettent de faire pas mal de choses. Oui, on retrouve des choses dont on parle régulièrement entre nous. Par exemple, quand vous avez créé votre application Gazoo, là, j'ai vu Christophe qui avait marqué dans le chat, c'est un bel exemple de méthode agile. Oui, tout à fait. Et donc, on va rester dans ces bonnes idées-là, qui est de faire simple, faire court, faire avec des petits moyens, et pas sortir à chaque fois les gros outils, même s'il y a 1000 participants, on commence à avoir des chiffres quand même qui sont assez spectaculaires, même si on s'appelle GRDF ou SNCF, on peut quand même encore faire des choses qui sont un peu spontanées, un peu d'initiative locale, on va dire. Oui. Oui. Il y a une question sur qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité sur l'application Gazoo? Alors, on a 5 services. Vraiment, le point important, même en rebond de ce que vous disiez, Jacques, c'est que, sincèrement, on a vraiment eu envie de dire, on ne sait pas les services qui seront dans l'application tant que les salariés n'ont pas émis leurs idées. Donc, ils en ont émis à presque 100 des idées. Donc, on les a priorisées en fonction des idées les plus plébiscitées. Et puis également, là, c'est un peu agile, celles qu'on pouvait aussi développer dans un délai aussi court, parce que c'était 3 semaines de développement seulement. Donc, les 5 services qu'on a développés. Alors, le premier, c'est un fil d'actualité. Donc un fil de news sur différents domaines, dont l'énergie, que les salariés voulaient avoir en mobilité. Le deuxième service, c'est qu'ils partagent leurs bonnes adresses pour aller déjeuner,
parce qu'on a quand même beaucoup de collaborateurs qui sont sur le terrain, qui se déplacent, qui vont manger à l'extérieur. Ils connaissent plein de bonnes adresses sur le territoire à partager. Donc, il y a une carte, ils font une photo, ils épinglent, ils font un petit commentaire sur le restaurant. Donc, ils partagent leurs bonnes adresses. Un service plus destiné à du transfert de savoir-faire, que nos exploitants sur le réseau connaissent ces spécificités. Il y a toujours des particularités locales. Finalement, comment faire pour bien partager ça entre eux? C'est le même principe, une cartographie, une petite photo, un commentaire, et ils peuvent partager une astuce que seuls les exploitants qui ont longtemps pratiqué le terrain connaissent. Le quatrième service, c'est qu'on est dans une boîte qui a énormément d'acronymes. Donc on a recensé quasiment 3000. Et pour le coup, dans l'application, on les a mis à disposition. Et en plus, maintenant, ils peuvent en créer eux-mêmes, les modifier et enrichir cette bibliothèque des acronymes. Parce que quand on est jeune embauché, on ne comprend rien de ce qui est dit en réunion chez nous. Et puis, le dernier service que je suis en train d'oublier, je vous ai des fils d'actu, transfert de savoir-faire, le déjeuner pour les gaziers, les petites définitions, et le dernier est en train de m'échapper, il faut que je vous le redise. Bon, pendant ce temps-là, on voit que Christophe a déjà une idée en créant un hashtag tweet communautique et que la discussion pourrait comme ça continuer. Moi, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'effectivement, il faut travailler par petits pas. Je ne sais pas si vous connaissez cette stratégie du nénuphar. On dit que, je crois que c'est Albert Jacquard qui disait ça, quand il y a des projets qui réussissent, c'est soit des projets top-down où c'est la direction qui dit on va créer telle voiture, telle... Alors, on voit pas bien, mais il faut dire ce que c'est. C'est un service de chat, en fait, tout simplement. Hein, voilà, comme WhatsApp, si certains connaissent, ou Hangout, ou les messages privés sur Twitter. Donc la théorie du nénuphar d'Albert Jacquard, c'est de dire, on plante un nénuphar, le nénuphar il se reproduit en se coupant en deux, donc après ça fait 2 nénuphars, après ça fait 4, ça fait 8, et puis la veille du jour où la mare est pleine, c'est la moitié de la mare qui est pleine de nénuphars, et le lendemain, hop, elle est complètement saturée de nénuphars. Donc voilà, moi je pense que c'est ça, j'entends comme bonne pratique, ne pas hésiter à faire des petits projets qui partent bien des individus, qui osent faire un pas en avant. Bon, j'imagine qu'il y a eu des histoires ratées aussi, hein, des choses qui ont dû moins bien marcher et qui ont dû d'elles-mêmes s'arrêter. Oui, il y a des... Enfin, en tout cas, oui, on peut le dire, en tout cas, ça me rappelle, moi, la première opération qu'on avait faite. Je vous voyais échanger en disant mais comment rassembler, sur quel sujet. En fait, la première opération qu'on ait faite, on devait être une vingtaine de salariés sur Twitter, c'était il y a 2 ans, et c'est une collègue dans le nord de la France qui nous a dit moi il y a un grand salon qui se passe sur l'énergie et les territoires dans ma ville à Dunkerque, et je voudrais bien un petit peu qu'on en parle sur Twitter, comment est-ce qu'on pourrait faire. Donc nous, on n'avait pas trop d'idées, on commençait à voir des salariés arriver sur Twitter et qui étaient actifs, mais c'était notre première opération, et là, pour le coup, on était peut-être une dizaine. Et en fait, on a travaillé pour regarder mais qui était présent à ce salon, sur les sujets qui étaient abordés, qui ça pouvait intéresser. On a essayé de trouver un ton, on a émigé différents tweets, et puis finalement, on s'est adressé à tous les salariés qu'on connaissait, et puis ils se sont engagés, et finalement, c'était la première opération, on a fait 100 000 impressions. Alors, 100 000 impressions, on était super contents, on avait fait des blagues sur le biogaz, les pets de vache et puis la vache Milka, la Milka avait retweeté, on était tout fous. Alors c'est marrant, ça marche, ça intéresse un petit peu. Et donc 100 000 impressions. Maintenant, quand on regarde le collectif des presque 1000 salariés qui sont sur Twitter, en fait, vu tout ce qu'ils tweetent à longueur de journée, c'est 3 millions d'impressions par semaine. Mais il y a 2 ans et demi, en 3 jours, c'était 100 000 à quelques-uns, et on était super contents. Donc c'est aussi vraiment progressif comme démarche. Il faut se laisser surprendre par le terrain, quoi, par ce que les gens font finalement. Ça n'appartient à personne. Enfin, personne n'est propriétaire de cette communauté digitale. Ah, exactement, tout à fait. Et puis ce que je veux dire avec cet exemple, c'est que des fois les gens viennent vers vous avec une idée. Et en fait, l'idée c'est comment est-ce qu'on peut la faire fructifier. Moi, je pense très difficile de décider a priori une cause. Il y en a qui vont assembler. Forcément, est-ce qu'on peut partir sur un champ politique? Est-ce qu'on peut partir sur un champ religieux? Là, je parle de la vie civile de manière générale. On voit que ce sont des causes qui peuvent rassembler facilement. Là, sur notre sujet professionnel, on pouvait pas dire a priori, c'est Twitter, c'est génial, donc on va parler de gaz naturel sur Twitter. Et là, il n'y avait pas que ça. On a d'abord constaté que certains parlaient de leur job, vantaient les mails de cette énergie, étaient fiers d'en parler, mais en même temps, ils sont venus nous proposer de faire Movember
avec les salariés. Et on a été plus de 50 salariés à intégrer une équipe pour November. Il n'y a pas de lien direct avec notre activité au quotidien. Et pour autant, c'est bon pour chacun, ça crée du lien. Je crois qu'à l'externe, c'est loin d'être négatif de nos contacts. Nous sommes des salariés qui s'impliquent aussi sur certaines causes. Mais voilà, ça se décide pas a priori, et quelqu'un vient parfois vous voir en vous disant, là j'ai une idée, je voudrais bien qu'on imagine quelque chose, qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce qu'on peut dire, alors bon, je sais bien que c'est pas tellement comme ça que ça a marché, mais est-ce qu'il y a des idées déjà de projets qui sont partis pour 2016? Alors là, un des projets qu'on est en train de mener, c'est la version 2 de l'application Gazoo. Donc on l'a fait l'été dernier en région, en mobilisant différents salariés, différentes équipes. Là, l'idée est de monter une grande journée de travail, on appelle donc un hackathon en réalité, pendant une grande journée, avec une centaine de salariés qui vont venir de toutes les régions, pour finalement imaginer ensemble tous les services de la version 2 de l'application Gazoo. Donc, on va le faire un peu de manière différente, parce que là, c'est vraiment pendant une journée, ils vont être accompagnés. On souhaite aussi souder le collectif, et qu'au bout d'une journée, on soit prêt à développer de nouveaux services. On a tout un enjeu de réussir à faire partager ce moment à tous les autres salariés qui ne pourront pas venir à Paris, parce que finalement, on ne pourrait être que 100 personnes à Paris. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train de travailler, d'imaginer avec ce collectif, c'est comment faire bénéficier et faire contribuer chacun ailleurs, à distance, aux bonnes idées pour développer la prochaine version de l'application. Ok, super. Et ben, on regardera avec attention ce qui s'y passe. Moi, ça me rappelle aussi quelque chose qui a été fait à la Poste. Je crois qu'on a créé les applications des nouveaux facteurs à partir de réflexions locales des employés du courrier à qui on a dit mais comment imaginez-vous votre métier demain? Et effectivement, c'est des façons nouvelles de créer des applications et je crois que c'est intéressant. Et on va arriver au bout de notre heure de rencontre. Je vois que Christophe se pose des questions sur qui utilise Twitter dans sa formation, qui l'utilise dans un cadre pédagogique. Alors moi j'ai vu ce matin que il y a des enseignants qui s'en servent, par exemple, ils ont créé un truc qui s'appelle Twicté. Ils font des dictées grâce à Twitter à l'école. Et ça vient d'avoir un prix. Alors je ne sais plus où, hein, j'ai vu ça vite fait. Donc il y a des usages tout à fait originaux de Twitter. Et pourquoi nous-mêmes ne pas être capables de s'en servir? Donc voilà, je me dis, je parle un peu à la place de Christophe. Pourquoi pas inventer des nouveaux usages de Twitter à l'échelle de Communautique, à l'échelle de la nouvelle région Communautique. Donc moi, Tweet Communautique, je suis partant. On sera au moins deux et je suppose que d'autres participants pourront suivre. Merci Xavier de nous avoir raconté cette histoire et peut-être rendez-vous dans d'autres salons, dans d'autres circonstances pour suivre ce qui se passe dans les grandes entreprises. Moi, je suis quand même assez frappé que cette expérience de digital a cherché quand même à être reproduite par d'autres grands groupes. Hein. C'est quand même qu'il doit y avoir un besoin autour de ça. Hein. Oui, enfin, je pense oui, il y a sincèrement la réflexion sur les salariés présents sur les réseaux sociaux et comment animer un collectif et finalement en faire des ambassadeurs. C'est vraiment une question qui interroge beaucoup les grands groupes. Moi, j'ai quand même la chance, parce que j'y crois vraiment, qu'on n'ait plus à GRDF ne pas rentrer dans la même logique, identifier des profils qui seraient désignés ambassadeurs pour être autorisés à prendre la parole. Et parce qu'on avait vraiment eu à cœur de dire, mais j'ai créé des ambassadeurs, après, quelle humanité ils auront vraiment. Je ne cesse de dire en formation aux salariés qui ont envie de découvrir Twitter qu'il faut qu'ils tweetent comme ils sont, avec des précautions d'usage. Attention, le public, le privé, ces notions-là, en être bien conscient. Qu'est-ce que vous décidez de rendre public? Qu'est-ce que vous choisirez de garder privé? Et si on est plutôt sur du pro-perso, mais vraiment sur le public privé, et ce qui fait que vous intéressez des gens, c'est pas parce que vous tweetez à longueur de journée, le gaz c'est beau, le biométhane c'est bon, le GNV mangez-en. Ça c'est globalement chiant. Et en fait c'est vraiment parce que vous êtes dans une relation sociale comme ce qu'on vient de faire là, on a partagé un petit moment, j'aurais aimé beaucoup vous voir, il y a des choses que j'ai partagées avec vous, des choses qu'on pourra partager autrement demain, mais c'est une relation sociale, comme quand on va au restaurant pour la première fois avec des amis. Et donc finalement, tweeter comme vous êtes, c'est ça qui fait que vous serez intéressant, et en plus vous êtes responsable, enthousiaste, et c'est ça qui est bon. Et je pense que d'avoir la chance de pouvoir porter ce message auprès de nos salariés, c'est un message beaucoup plus agréable à porter que de dire génial, vous faites partie des happy few parmi 15 au potentiel, désignés comme
les ambassadeurs de l'énergie, on compte sur vous. Ça, j'y crois pas, et c'est la seule qu'on vous affiche en conclusion. On est plutôt sur animer une émotion plutôt que de manager des ressources. Ben voilà, ce sera une conclusion parfaite. Merci Xavier, au revoir à tous, passez une bonne journée et rendez-vous bientôt dans la région normande. Au revoir. Merci à tous, merci encore. Merci Jacques.